Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cette allocution tout à fait claire et tout à fait, je dirais, aimable à l'égard des épargnants et de la Fédération des épargnants. Mais ce n'est pas le moment de parler du débat de fond avec le ministre pour l'instant. Je voulais passer, avant de démarrer le premier panel sur l'avenir de l'épargne longue, je voulais céder la parole à Jean-François Bay, qui est directeur général de Cantalis, parce que nous avons souhaité, pour chacun des deux panels de fond, le premier sur l'épargne longue et le second sur l'avenir de l'assurance vie, en quelque sorte planter le décor et demander à un professionnel de l'information financière de venir présenter quelques faits chiffrés pour bien nous mettre en tête de quoi on parle. Et ce sont des sources, il le précisera lui-même, hein, de Cantalis, mais aussi des données de la FEDER, de Better Finance, que le ministre a bien voulu citer, qui est la Fédération européenne des épargnants, dont je m'occupe à Bruxelles et dont la FEDER est un des membres éminents, et également du cabinet indépendant Good Value for Money, qui, comme son nom l'indique, est un cabinet bien français. Donc, sans plus tarder, la parole à Jean-François Bay. Jean-François. Merci, merci Guillaume, merci Monsieur le Président pour l'invitation déjà et pour laisser l'opportunité justement de présenter quelques chiffres. Le thème de cette première table ronde, c'est comment réussir le développement de l'épargne longue. Je ne vais pas répondre à la question, c'est Sidonie Vatrigan ici présente qui animera la table ronde et qui répondra, je pense, avec l'ensemble des experts, mais j'ai essayé au contraire de brosser quelques chiffres, donner quelques chiffres, l'état des lieux pour justement, avant de répondre. Les grands chiffres, alors je m'en excuse par avance avec la fédération, donc c'est une compilation de chiffres officiels de Good Value for Money, de Better Finance et de l'AMF et de la CPR et de la BCE et de l'AFG, etc. Alors c'est toujours difficile de présenter des chiffres en présence du président de l'AMF, de l'AFG, de la Banque de France, de la CPR. Donc par avance, je m'en excuse. Il y a sans doute beaucoup d'erreurs. Voilà, un petit disclaimer avant de commencer, c'est toujours utile. Donc voilà, mais en tout cas, ce que je voulais dire, donc il vaut mieux avoir globalement raison que précisément tort, c'est ce que je dis parfois. Donc on va vous donner les grands éléments, les grands agrégats, qui sont autant de bonnes nouvelles au final. La première bonne nouvelle, vous le savez tous, c'est que les Français épargnent beaucoup, un taux d'épargne très élevé, et ont beaucoup d'épargne liquide de précaution. Je vous ai mis sur 20 ans l'évolution des enveloppes assurance vie plus UC, les enveloppes des dépôts à vue et de l'épargne réglementée, livret A et autres, et les encours sur le PEA, PEA, PME. Et vous voyez que les Français adorent l'assurance vie. L'évolution a été multipliée par 3,5 sur la période. Les dépôts à vue regorgent de capitaux. La Caisse des dépôts s'arrache les cheveux. C'est aussi l'un des placements préférés des Français. Et d'ailleurs, le livret A a un rendement de 1% proche de celui du fonds en euros. Et le PEA-PME stagne à 100 milliards d'euros d'actifs. Donc, et pas... un peu boudé, j'allais dire, sur la période par les épargnants français. Donc déjà, alors quand je dis c'est une bonne nouvelle, c'est pareil, c'est les mêmes faces, c'est les deux faces d'une même pièce, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Mais en tout cas, on a un stock d'épargne à réorienter qui est très important. Le deuxième élément quand on parle d'épargne, je voulais attirer l'attention sur les taux d'intérêt qui restent bas, donc le taux au jour le jour à moins 0,50 et les 2 ans à moins 0,30. Donc il y a un besoin de réorientation d'épargne, notamment donc dans l'absolu le rendement est pas très élevé et vous savez que beaucoup de produits d'épargne de précaution sont corrélés, je veux dire liés à ces rendements obligataires, rendements sur les marchés de taux. Alors ça a permis à beaucoup d'agents économiques de se resolvabiliser puisqu'on voit l'impact sur les coûts de financement des entreprises. On aurait pu rajouter aussi les coûts de financement des États. Mais en tout cas, pour des épargnants, c'est une vraie question. Comment trouver du rendement dans cette période de taux négatifs ou de taux très bas ? Deuxième question que l'on se pose, donc la réorientation de l'épargne, et c'est le troisième
graphique, c'est justement la période de l'inflation. À la limite, il y a quelques années, on se posait moins la question de l'investissement sur l'épargne de précaution, puisque l'inflation était très faible. On se retrouve aujourd'hui avec des chiffres qui montent en flèche. Dernier chiffre Eurostat de janvier, c'est 5,1%. Visiblement, la tendance est plutôt durable, et donc c'est quelque chose qui est un petit peu insupportable pour beaucoup d'épargnants. Donc on appelle ça parfois la répression financière. Donc on voit le rendement des fonds en euros, tous fonds en euros confondus, en rouge, qui tangente vers les 1% un peu en dessous, liés justement au rendement des taux d'intérêt. Vous voyez que les rendements des associations fédères sont au-dessus, mais la tendance est quand même inévitable, inéluctable, et on voit un effet de croisement, un effet de ciseau assassin, j'allais dire, face à la montée de l'inflation. Et donc, on le sait bien, l'épargne, c'est, je dirais, une question de temps. Et donc, si on a face à nous des vents contraires et de l'inflation, alors c'est soit une bonne nouvelle, parce qu'il y a énormément de croissance, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle. En tout cas, les épargnants cherchent à compenser au minimum l'inflation à long terme. Donc, c'est une vraie question qui sera posée lors de cette table ronde. Le quatrième point, c'est la bonne nouvelle, les investisseurs pendant cette période reviennent en bourse. Vous avez toutes les statistiques qui sont parues sur Euronext, Banque de France, etc. Beaucoup d'investisseurs actifs reviennent en bourse, ils sont plus jeunes, il y a des néo-brokers, les volumes de transactions en bourse, etc. J'ai repris notamment le dernier baromètre de l'épargne et de l'investissement qui est paru au mois de décembre 2021, publié par l'AMF, où on voit justement ces statistiques. Il y a un élément positif, c'est plus jeune, c'est plus spéculatif aussi. Je vous invite à lire l'article qui est sorti dans les Échos hier, où on voit que de plus en plus de Français investissent dans les crypto-monnaies. Ils sont 8% à intervenir sur les crypto-monnaies, soit plus que les actionnaires individuels. Mais à côté de ça, ces néo-brokers ou ces jeunes plus spéculatifs et plus actifs sont aussi moins experts. C'est ce que nous dit le baromètre de l'AMF. 62% des Français estiment mal s'y connaître, et c'est en hausse de 10% par rapport au dernier rapport. Donc il y a une vraie question de pédagogie si on veut réussir le développement de l'épargne longue. Donc c'est l'autre bonne nouvelle et l'autre point d'attention. Le cinquième point d'attention concerne les rendements des marchés. C'est l'autre bonne nouvelle, c'est-à-dire que la performance des marchés était positive. On voit que les marchés de capitaux, là on a pris un indice 50% actions, 50% obligations européennes, a été en hausse de 77% pardon, sur 20 ans, donc on a à peu près 80%. Le fonds en euros a rapporté en moyenne 2 fois moins, mais on voit que le rendement stagne lié au rendement des taux, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Malheureusement, si les épargnants en profitent ou pas, on voit que le rendement finalement des unités de compte au sein des contrats d'assurance vie est quand même assez pâle par rapport à ce qu'on a pu connaître sur les marchés de capitaux, puisque ça équivaut à peu près à une perte de 4% par an, donc un différentiel qui est assez difficilement explicable. Alors on va l'expliquer par rapport aux frais, frais d'entrée, frais de sortie, frais de gestion de l'assurance, frais de gestion du mandat, frais, etc. Donc c'est un élément de frais qui sera aussi au cœur de la table ronde et des débats, je pense. Sixième élément, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des épargnants qui ont beaucoup de capitaux, qui ont un taux d'épargne élevé, qui veulent absolument s'orienter, on le voit les jeunes qui veulent s'orienter vers les marchés. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des besoins de financement. Donc on peut les orienter vers des thématiques, le numérique, le climatique, la retraite, le vieillissement de la population, la relocalisation et les territoires. Autant de thématiques, de méga-trends, comme on dit souvent, ce qu'il va falloir financer. Le public est à la manœuvre, mais aussi le privé. Et donc on attend des investisseurs privés qui soient actifs et qui participent à cette transformation. Le septième point d'attention, c'est justement un focus sur des investisseurs qui veulent être de plus en plus engagés. On a mis les statistiques Cantalis sur la collecte sur des fonds ISR, donc ça c'est en Europe, et on voit que l'année dernière, 65% de la collecte nette en Europe s'est positionnée sur des fonds ISR, donc des fonds qui intègrent des critères ESG extra-financiers, et donc 280 milliards d'euros net, donc on bat des records. Ça a été c'est même pas une vague verte, c'est un raz-de-marée vert par rapport à, vous voyez, des fonds non ISR qui continuent à collecter, ça se passe plutôt bien, mais ça stagne et ça représente de moins en moins de capitaux en relatif. Donc il y a un vrai engouement pour les fonds, les approches ESG, pour la planète et notamment pour des fonds à impact. Et
Voilà, je crois que j'ai terminé cette introduction et les quelques grands agrégats macroéconomiques. Et on se retrouve tout à l'heure pour d'autres agrégats pour la 3e table ronde. Merci beaucoup Merci. Jean-François B, directeur général de Cantalis. Merci pour tous ces chiffres. On va tout de suite, donc, si vous le voulez bien, démarrer le premier panel, la première table ronde, avec effectivement la question que l'on va tous se poser sur comment développer l'épargne longue. J'appelle à me rejoindre sur scène, si vous le voulez bien, Sébastien Raspillier, Laurent Saint-Martin, Robert Hoffel, Olivier Babot, Éric Pinon et donc Guillaume Prache. Merci de me rejoindre. Je vous en prie, installez-vous où vous voulez. Allez, dans l'ordre. Bonjour messieurs, oui c'est vrai, je suis la caution féminine de ce panel. Je crois que sur le 3e panel, il y a une femme avec moi, heureusement. Tout le monde s'est trouvé une place et un micro, voilà, très bien. On va peut-être démarrer, messieurs, très simplement par un tour de table, même s'il n'y a pas de table. Tour d'horizon après ce qui s'est dit, effectivement, soit par Bruno Le Maire, effectivement, louant le rôle des épargnants privés dans le financement de l'économie, ou les chiffres avancés par Jean-François B. Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui vous marque? On va peut-être commencer par Sébastien Raspillier, qui est tout au bout. Vous avez un micro, tout va bien. Non, merci beaucoup. Ce que je retiens, c'est le stock d'épargne qui est très conséquent. Et donc, on peut le voir comme un gisement de financement. Mais c'est avant tout de l'argent qui appartient aux épargnants et aux Français. Et quand on parle de réorientation, toujours envie de dire, c'est déjà ceux qui le détiennent qui ont la clé, mais il faut les convaincre. Donc ce n'est pas une question de politique publique en tant que telle, de réorientation, de diktat ou ce genre de choses. C'est beaucoup plus de la conviction, de la pédagogie et de l'alignement d'intérêts. Et donc sur les derniers slides de Jean-François B, c'est ça l'intérêt, je trouve, qui est aussi la mise en valeur des rendements, des frais, j'imagine qu'on en parlera, mais en tout cas de ce que ça peut rapporter. Et alors le terme de répression financière, je ne l'aime pas. Mais il est certain que c'est utile pour les épargnants de s'interroger sur les meilleurs placements par rapport au contexte macroéconomique qui risque d'évoluer. On en reparlera effectivement de ce concept de répression financière. Éric Pinon. Oui, non, je ne vais pas redire ce que Sébastien vient de dire. Je pense que les 2-3 messages de début de réunion doivent être celui, et je dis ça, j'en ai parlé tout à l'heure avec mon ami Jean Berton, on est dans une situation où le B2B a peut-être primé depuis quelques années par rapport au B2C, comme on dit dans le monde moderne, pour, comme dit Guillaume, parler un français parfait. C'est-à-dire qu'on a peut-être oublié l'épargnant final. On a peut-être oublié que derrière une institution, quelle qu'elle soit, il y avait quand même de l'épargne privée et de l'épargne au profit de l'épargnant classique. Moi, je pense, et en ce qui concerne l'AFG que j'ai le plaisir de présider, que notre souci aujourd'hui, c'est, comme vient de le dire Sébastien, de faire faire confiance aux gens qui vont nous confier des capitaux. Il est évident que nous sommes, en tous les cas au niveau des sociétés de gestion contrôlées par mon voisin de droite, effectivement là pour le compte de tiers. Nous ne sommes pas là pour nos comptes personnels. Donc notre but, c'est d'avoir des clients sur le long terme. Notre but, c'est de leur faire confiance, enfin qu'ils aient confiance et qu'on partage cette confiance. Et enfin, mais bon, c'est un sujet effectivement évoqué, Sébastien l'a dit, Jean-François vient de le dire, on a l'impression que sous prétexte qu'on est en UC, on perd 80% de performance si on prend les derniers graphiques, 77 plus pour les uns ou même plus, près de 90, moins 14 pour les autres. Je pense qu'il y a un sujet, mais on pourrait y revenir, qui est qu'en fait, on a peut-être peur, nous, gérants, d'être comptabilisé à court terme, trop à court terme, et là j'en reviens à notre titre et je m'arrête par là. Nous sommes là pour refaire de l'épargne longue. L'épargne longue donne du temps, et si elle donne du temps, elle rassure et les épargnants et les gérants pour faire du financement long. Et je reprends les mots du ministre, on est là pour le faire. Le sujet relance, la loi, enfin le projet Tibi qu'on a fait avec la tech, tous ces éléments-là, et bien entendu, j'ai dit ça sous contrôle de notre cher député présent ce soir, effectivement, le PER est là pour le long terme et pas pour le court terme.
Robert Ophel, patron de l'AMF, la confiance, c'est ça la clé finalement dans toute épargne durable? La confiance, c'est indispensable. Mais deux observations très brièvement en introduction. La première, c'est que quand on se retourne sur les 5 dernières années, il y a quand même un phénomène massif qui est une politique monétaire ultra accommodante. Cette politique monétaire ultra accommodante, il y a des conséquences. Ça veut dire que, en gros, pour un épargnant, principal, ce qu'on cherche, c'est l'immobilier. L'endettement et l'immobilier. C'est le premier élément. Quand on est une entreprise, on dit je vais me financer par l'endettement aussi. Je ne vais pas me financer par émettre des actions. Donc, c'est un élément très, très, très structurant. Et ça veut dire que ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que dans la démarche de l'épargnant, il y a, comme beaucoup d'autres, il y a un triangle d'incompatibilité. C'est-à-dire, il y a une recherche de rémunération significative, une recherche de liquidité et une recherche de risque minimum. Alors, les trois, c'est pas possible. Donc, il y a un moment, il faut trouver des compromis et à chaque fois, il faut trouver des réponses. Besoin de rémunération, besoin de sécurité du capital, besoin de liquidité. Comment on fait pour traiter ces trois points-là? J'y reviendrai peut-être plus en détail après, parce que de ce point de vue-là, la France est un peu atypique aussi. Il faut savoir classifier ces risques, en fait, c'est ça? Et il y a l'idée de dire... alors ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Quand on demande aux épargnants, par exemple, quelle est la bonne rémunération, quelle rémunération vous attendez? Alors, ils disent un placement sans risque. Moi, j'attends une rémunération de 2,9%. La médiane, je prends la médiane. 2,9% pour un placement sans risque. Mon Dieu. L'écart est énorme par rapport à la... Et alors, on dit, mais sur le marché financier, vous attendez combien? Je prends toujours la médiane. 5,9%. Ah ben, c'est extraordinaire parce que les 5,9%, on les a, en fait. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une fenêtre. Et les gens ne se rendent pas compte que le placement sans risque, en France, il est rémunéré bien mieux qu'ailleurs. Bien mieux qu'ailleurs. Les dépôts bancaires qu'on évoquait tout à l'heure, là, dans le graphique, la rémunération moyenne à fin décembre 2021, c'est 0,45 points de base, 0,45. C'était l'époque où, d'ailleurs, le livret A était encore à 0,50. 0,45. L'ensemble des dépôts. Dans le reste de la zone, c'est 0,10. C'est 0,10. Les gens n'ont pas forcément conscience. On viendra peut-être sur les liquidités et le besoin de sécurité, mais sur la rémunération, le message, je disais, c'est finalement l'écart par rapport à les réalités est beaucoup moins fort pour les placements sur les marchés que sur les placements sans risque. Le point de vue de l'économiste Olivier Babot, vous êtes président de l'Institut Sapiens. Oui, bien sûr, je souscris à tout ce qui a été dit. Une première chose, vous connaissez les 3 règles de l'immobilier. Les 3 grandes choses importantes dans l'immobilier, c'est la localisation et la localisation. C'est pareil, pour l'épargne longue, je crois qu'aujourd'hui, ce que les gens recherchent comme solution, c'est la stabilité et la stabilité. En ce qui concerne les règles, il vaut mieux connaître une mauvaise nouvelle à l'avance plutôt que de ne pas être certain d'une bonne. Voilà. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les chefs d'entreprise. Alors maintenant, la question qui se pose, et puisque je suis là pour avoir un point de vue un peu plus macro, mais vous savez ce que disait Pierre Dac, la prévision est difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Tous les épargnants sont évidemment des gens rationnels et donc ils regardent ce monde. Alors, il y a quand même une chose qu'on peut souligner, c'est qu'on sort enfin de ce monde absurde où le futur était considéré plus certain que le présent, où le présent valait plus que le futur. C'est évidemment ce monde des taux négatifs. Ça, c'est une bonne chose. Même si le taux réel, en revanche, il est encore un peu négatif, parce qu'on est dans une période qui va être un peu difficile de la transition, avec un effet ciseau terrible, avec des rendements qui sont encore ceux du monde des taux extrêmement bas, et puis un pouvoir d'achat qui, lui, est évidemment amenuisé par l'inflation, dont il faut toujours rappeler qu'elle est un impôt non voté. Car le grand mérite de l'inflation, c'est de vous faire passer dans les tranches supérieures, et comme vous ne revalorisez pas les tranches, vous faites très attention à ne pas le faire, ça permet en fait d'augmenter vos impôts, mais sans le dire. Et puisqu'on parle de stabilité et de prévision, il faut toujours rappeler qu'en théorie économique, alors c'est Lucas qui l'avait dit, c'est le prix Nobel, les gens sont relativement rationnels.
Ils sont rationnels et donc ils s'attendent à ce que la conséquence du quoi qu'il en coûte soit payée par quelqu'un et que ce quelqu'un, ça va probablement être en partie eux. Et donc c'est ce qui explique, à mon avis, une bonne partie de l'épargne. On sait que d'une façon ou d'une autre, la loi, vous savez, comme disait Colbert, va continuer à être plumée. Et donc c'est évidemment ce qu'il y a à comprendre dans cette épargne, qui est naturellement est liée aussi à l'excès de liquidité qu'on connaît. Qu'est-ce que vous répondez, Laurent Saint-Martin, à cette idée effectivement avancée par Olivier Babot que finalement l'épargne ne servira qu'à payer le quoi qu'il en coûte? D'abord, merci de votre invitation. D'abord, juste un mot en réaction sur le sujet, on va dire, de l'imposition non voulue. C'est pas tout à fait vrai dans les faits, puisque, par exemple, sur la loi de finances 2022, on réindexe le barème de l'impôt sur le revenu, justement, pour éviter cette pénalisation. Et ça coûte à peu près au budget de l'État 1,5 milliard rien que sur l'année 2022. Donc il y a quand même des effets correctifs. Mais ça, c'était juste pour repréciser ça. Peut-être, on va rentrer, je crois, dans un certain nombre de détails que vous avez prévus dans votre déroulé. Mais moi, ce que j'ai trouvé très frappant dans les chiffres qu'on a vus, c'est à quel point on est à un carrefour des possibles et un carrefour des risques dans cette période-là, à l'heure où on se parle. On a eu, évidemment, pendant ces dernières années, beaucoup de modifications, des modifications évidemment conjoncturelles qui sont celles de la crise. On a eu aussi beaucoup de modifications politiques, on va y revenir, des modifications fiscales. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que maintenant l'enjeu c'est la stabilité. Ça va absolument être majeur et là il y a devant nous un choix et un carrefour qui est absolument essentiel, c'est de savoir qui sera capable d'assurer une stabilité fiscale après un quinquennat de baisse fiscale, que ce soit pour les entreprises ou pour les ménages. On y reviendra probablement en détail, mais ce qui est sûr, c'est que plus que nulle autre thématique de politique publique, la fiscalité, et particulièrement la fiscalité de l'épargne ou la fiscalité de l'investissement, c'est une question de climat, et un climat, ça se cultive, un climat ça se maintient, un climat ça rassure ou un climat ça inquiète. Et ce qui est sûr, c'est que le climat qui a été fait ces 5 dernières années, c'est un climat pro-investissement, en tout cas pro-rendement, malgré évidemment tous les effets évidemment conjoncturels dont nous reparlerons. Mais l'enjeu pour l'avenir, pour les 5 prochaines années, c'est de poursuivre ce climat-là. Et un climat, il est utile et positif si on sait rassurer, si on sait contrer un certain nombre de risques qui peuvent être donnés. Les risques qui sont conjoncturels, évidemment inflationnistes, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est un risque, ça a été très bien dit juste avant. Les risques qui sont aussi beaucoup politiques. Et je crois que vous avez un panel un peu plus tard avec des confrontations de propositions. Et ça, c'est un enjeu évidemment tout à fait considérable en termes de fiscalité. Donc ce qu'on a vu en introduction, juste avant ce débat, c'est à quel point l'enjeu est fondamental. Ce qu'a dit Robert Ophel est très bien résumé. C'est un enjeu de rendement et de sécurité en même temps. Est-ce une équation impossible? C'est un enjeu de liquidité. Et c'est un enjeu de que fait-on après autant de créations monétaires face à la crise? Quel est l'avenir de tous ces enjeux? Et comment est-ce que les épargnants, français en particulier pour ce qui me concerne, peuvent finalement résoudre une équation qui n'est pas simple, mais qui est loin d'être impossible à partir du moment où le rôle du politique le joue à plein, à savoir fournir un climat propice à un rendement de l'épargne et un climat d'investissement. Guillaume Prache, vous voulez réagir à tout ça? Mais très volontiers. Et d'abord, merci à tous les panélistes d'être venus et d'y intervenir. J'étais très heureux d'entendre le ministre, puis Sébastien Raspiller, un peu son représentant aujourd'hui, rappeler une vérité que nous rappelons souvent, c'est que le financement de l'économie, il vient d'un seul agent économique qui s'appelle les épargnants. Puisque, effectivement, comme l'a rappelé aussi d'ailleurs Éric Pinon, les gérants d'actifs, les assureurs, etc., c'est essentiellement notre argent qu'ils gèrent et non pas le leur. Et ça, c'est quand même très important parce que Sébastien Raspiller a ensuite ajouté quelque chose aussi que j'ai beaucoup apprécié en disant il faut trouver un alignement des intérêts. Donc, il faut trouver un alignement des intérêts entre ceux qui financent l'économie, les épargnants, nous, et les intérêts de l'économie, bien sûr. Et ça, je crois que c'est fondamental et qu'il faut vraiment, comme on dit en bon français, walk the talk, c'est-à-dire faire ce qu'on dit, parce que les épargnants aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils ne sont pas contents du tout. Ils ont l'impression, pas seulement de servir l'économie, mais d'être aussi des vaches à lait. Et on reviendra
alors j'ai entendu que Sébastien Aspier n'aimait pas le terme, il est d'ailleurs pas de nous, il est des économistes, hein, de répression financière, mais la répression financière n'a jamais été aussi forte, je pense, depuis les années 1930, hein, où il y a eu l'euthanasie des rentiers. On est tous trop jeunes pour l'avoir vécu, heureusement. Donc ça, c'est un premier commentaire. Donc, mais encore une fois, j'ai trouvé que l'intervention du ministre et du ministère des Finances allait dans le bon sens. Juste un mot sur les rendements qu'Éric Pinon, les rendements de long terme, hein, de l'assurance vie, des marchés de capitaux et de l'assurance vie en unité de compte. Je tiens juste à préciser que dans ces slides, il s'agit de rendements réels après inflation. On en reparlera puisque, à ma connaissance, à part l'OCDE et Better Finance et la FEDER, nous sommes les seuls sur le long terme à publier les performances en termes réels, net d'inflation et donc de pouvoir d'achat. C'est ce qui compte pour les épargnants. J'ai bien aimé la formule d'Olivier Babot sur stabilité, stabilité, stabilité et Robert Ophel qui enfonçait le clou sur les rendements sans risque. Je voudrais quand même rappeler que les épargnants, quand vous regardez leur allocation d'actifs, elle est beaucoup plus agressive, beaucoup plus risquée que celle des institutionnels. Donc la frilosité, elle est très largement partagée. Et d'ailleurs, j'en viens à un autre élément souligné par Robert Ophel. 65% de l'épargne des ménages, c'est de l'immobilier. Ça, c'est un actif réel, peu liquide, et c'est quand même 65%. Et effectivement, encouragé ces dernières années par les politiques monétaires. Sur le dernier point, parce qu'on va aborder ces thèmes ensuite, sur l'impact de l'inflation, c'est évidemment, ça fait partie de ce que les économistes appellent la répression financière, et on verra que ce n'est pas seulement sur le revenu que ça a un impact, mais aussi sur le revenu du travail notamment, mais sur les revenus de l'épargne. Et dernier point, comme l'a indiqué Laurent Saint-Martin, que je remercie encore une fois d'être parmi nous, il y aura effectivement à la suite de ce panel, un panel avec les représentants des candidats. Et si il pouvait y avoir aussi des représentants des futurs candidats, message à Laurent Saint-Martin, vous êtes bienvenue pour rester lors du second panel. Alors si d'ici là j'ai un candidat, pourquoi pas, mais c'est pas le cas encore. Je dis futur. Bon, alors plusieurs éléments effectivement dans ce que vous dites. On va essayer d'essayer de répondre à la question, à la promesse qui a été faite de cette question de comment développer l'épargne longue. Et effectivement, d'abord et avant tout, puisque vous en parliez, et c'est là que le politique intervient et que le calendrier de l'élection effectivement est bienvenu, il y a une évidente nécessaire stabilité fiscale pour pouvoir permettre à l'épargne de fructifier. Et à l'épargnant donc de gagner et de garder sa confiance. Vous êtes tous d'accord avec ça. Est-ce que on va dire la stabilité fiscale et les incitations fiscales sont les seules motivations finalement à développer l'épargne longue? Qui veut répondre à ça? Éric Pinon. Non, juste oui, bien sûr qu'il faut une stabilité fiscale pérenne. C'est un des problèmes que la France a connu ces dernières années et c'est un point important. L'autre point que je voulais évoquer, on l'a évoqué en préparant cette table ronde, c'est que la France a toujours malheureusement orienté ou poussé l'orientation du court plutôt que du long parce que la fiscalité était plus alléchante sur le court qu'elle ne l'est sur le long, ce qui est assez paradoxal. Donc il est certain que pour nous, et je rejoins ce que vient de dire Guillaume, bien sûr que les gens ne sont pas contents quand on leur sert en net des résultats négatifs, donc des amputations de patrimoine. Une des raisons qui est effectivement essentielle, alors à part quelques avantages associés à des enveloppes comme l'assurance vie, dont on parlera pas nous, mais il y aura une table ronde après, le PEA, voire le PER, on est dans une situation où on doit pousser, je ne sais pas quelles seront les réponses des gouvernants à venir, mais on doit pousser sur une taxation plus light ou plus légère dans la partie longue, parce que ça va, et si elle est stable, et si elle est allégée, pousser les gens sur une orientation globale. Ce qui a été évoqué par Robert et montré dans les tableaux de Jean-François B tout à l'heure, c'est qu'on a encore une grosse partie
des patrimoines. Je crois que le chiffre, c'est 1600 milliards aujourd'hui encore en fonds en euros, dans l'assurance vie. On est dans des situations où il y a beaucoup de dépôts à vue ou de livrets, les fameux 175, 180 milliards. On est dans des bâtiments qui appartiennent à la Banque de France. François Villeroy-de-Galhau dit il y a trop d'épargne, mais en fait cette épargne, bon, elle est liée à une non-consommation depuis 2 ans, mais elle est surtout toujours pas réorientée suffisamment, puisque c'est notre thème, sur du long terme et donc sur la prise en compte de la retraite. Donc voilà, c'était juste ma remarque. Changeons, stabilisons, mais peut-être changeons le modèle. Si on avait défiscalisé le long, à l'inverse de ce qu'on a fait par le passé, on aurait peut-être eu une orientation plus intéressante du patrimoine. Pardon, mais ce que dit Éric Pinon, effectivement, alors qu'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle, me paraît être quelque chose de très simple. C'est-à-dire, pourquoi ne pas taxer plus le coût ? Ça y est, il y a un candidat. Mon ami Laurent a un candidat. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai, ça paraît assez simple comme mesure et en plus absolument facilitant pour la politique publique. C'est-à-dire que plus vous avez d'épargne longue, plus vous avez les coups des franches pour investir et pour financer l'économie. Tu veux répondre? J'aurais dire un mot parce que taxer l'épargne courte, c'est intelligent, mais enfin, comme elle est très peu rémunérée, je veux dire, ça ne va pas être décisif. Enfin, je veux pas être. Bon, les incitations, il y a la fiscalité, c'est clair. Il y en a d'autres. Dans l'épargne salariale, on a des abondements, on peut avoir des cotes quand on a des éléments au dehors de la fiscalité. Une des clés, c'est que précisément ces avantages ne soient pas mangés par les intermédiaires qui les proposent. Parce que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans un certain nombre de cas, on s'aperçoit que l'avantage fiscal ou autre, c'est une opportunité pour dire, pour faire une répartition de cet avantage entre des intermédiaires divers et l'épargnant lui-même. Donc, Sébastien Raspillé. Ouais, non, juste 2 réactions. La première sur la question que vous posez, entre le court et le long, c'est d'abord et avant tout la confiance. Et là, je rejoins ce que disait Laurent Saint-Martin, c'est la question du climat. Quand vous êtes en pleine pandémie, en plein confinement, il est quand même logique et pratique d'aller sur les supports les plus accessibles et qui s'avèrent être les plus courts. Vous allez voir votre banque et vous dites, voilà, j'ai de l'argent qui s'accumule, tiens, je vais peut-être le laisser soit sur mon compte courant, je ne fais rien, soit je le transfère par un clic sur le livret A. Allez se projeter pour dire, tiens, c'est sympa, il y a un confinement, je suis chez moi, et cet argent, je vais le bloquer jusqu'à ma retraite dans un PER. Ça a peut-être existé, mais je peux imaginer que c'était relativement restreint comme comportement. Après, vous avez le troisième, qu'on a pu observer aussi, qui est « je suis chez moi, je m'ennuie », et là, je prends une super app, et je spile sur le Bitcoin, sur l'Ether, sur les actions, mais c'est souvent Tesla ou Apple, c'est un peu moins le VMH et Sanofi. Et puis voilà. Bon. Donc, tous ces comportements, sur la surépargne, je trouve qu'on focalise beaucoup trop là-dessus. On a 5 000 milliards, les chiffres, enfin, Jean-François B, mais c'est ça. La surépargne Covid, c'est 200 milliards. Donc, c'est pas du tout négligeable, mais c'est pas la réorientation de cette surépargne qui va répondre à la problématique plus générale de l'orientation de l'épargne et du financement des défis à venir. Sur la fiscalité, je rejoins ce que dit Robert Ophel. Le premier point, c'est je laisserai quiconque qui veut recommander à quelconque candidat à la présidentielle d'annoncer que sa mesure phare, c'est la fiscalisation des intérêts du livret A, de lui dire, moi je le ferai pas en tout cas, je tiens encore à mon poste. Mais enfin voilà, c'est blague à part, on voit bien que... proposer ça. Voilà. Blague à part, on voit bien que tout de suite, derrière, on a un petit enjeu de totem politique qui est massif. Donc je pense que c'est plus vers d'autres axes qu'il faut aller. La stabilité, en revanche, quand on parle sur le long, est évidemment cruciale. Et tout ce qui est remis en cause en cours de contrat, etc., mine la confiance. Je crois qu'il a dit, mais enfin, si les règles sont claires dès le départ et qu'il y a une certitude qu'elles ne vont pas être modifiées, c'est bien, et là on va voir la campagne, mais en tout cas la clarification avec le PFU, je pense qu'elle a été apportée. Si ça peut être stabilisé, tant mieux, voilà, sans me prononcer davantage. Guillaume. Avant de continuer le panel là-dessus, je voudrais juste rappeler, informer le panel et l'assistance sur la position de la FEDER sur ce point, sur la stabilité fiscale, réglementaire et fiscale.
on souhaite que dans le panel 2, les candidats s'engagent sur ce que certains auteurs appellent la clause du grand-père. C'est-à-dire que quand on vous vend, à vous épargnants, un contrat en vous précisant la fiscalité et que c'est un contrat de long terme, eh bien, il faudrait ne pas y toucher. Si vous voulez y toucher, vous le touchez sur les nouveaux contrats, mais vous ne cassez pas la confiance des épargnants qui sont engagés sur le long terme. Ça, c'est la première proposition. Et la deuxième proposition, puisque Éric Pinon et Sébastien Aspier et Robert Ophèle parlaient de fiscalité court-long, c'est qu'il faut que la fiscalité, sans forcément taper sur le livret A, prenne en compte l'effort supplémentaire, le blocage supplémentaire et les risques supplémentaires que l'on fait prendre et que les épargnants sont prêts à prendre en s'engageant sur le long terme. Et ce que nous proposons là, nous, c'est que, comme ça se passait quand même pas mal avant 2018, il y ait une prise en compte de la durée et donc de l'impact très négatif de l'inflation au fil du temps sur la taxation de l'épargne financière, puisque sur l'épargne immobilière, c'est resté. C'est-à-dire qu'en fonction de la durée, vous avez un abattement de l'imposition. En revanche, sur l'épargne financière longue, ça a été en gros supprimé sur l'assurance vie et sur les actions, et on aimerait que ça soit pris en compte. Ça me paraît très urgent dans le contexte donc de répression financière maximale, avec une inflation qui était à 3,4% l'année dernière et avec des taux d'intérêt donc, qui sont toujours assez proches de zéro. Sur le premier point, Sébastien Raspier l'a dit entre les lignes, donc moi j'ai lu comme ça. Vous êtes d'accord avec le fait que la stabilité sera réelle pour les contrats déjà souscrits? Alors, je ne suis pas candidat, premier point, c'est pas un scoop. C'est toujours bon d'avoir. C'est en revanche qu'on recommande de manière systématique, nous. Alors parfois on perd les arbitrages, ça arrive rarement, mais quand même ça arrive. Bon, Saint-Martin. Oui, sans être candidat ni sans avoir de candidat, je peux vous dire, sans prendre trop de risques, que l'enjeu de la stabilité fiscale, voire de la poursuite de la baisse de la pression fiscale, se retrouvera très probablement si le président actuel avait l'idée un jour de se porter candidat à sa réélection. Je crois que c'est dans la logique évidente de ce qui est fait depuis 5 ans, parce que la stabilité, c'est déjà une révolution en soi, mais c'est une révolution parce que ce qui a miné notre pays, et ce pourquoi finalement, depuis le début de ce panel, nous sommes aussi attentifs à cette notion de stabilité, c'est parce que nous avons passé des décennies de zigzag fiscal. Et c'est le zigzag fiscal qui est létal et mortifère à la fois dans les comportements d'épargne, d'investissement, et puis finalement, de manière générale, dans la prospérité d'un pays comme le nôtre. Quand vous regardez par rapport à nos comparables, européens notamment, ce qui nous mine, c'est l'instabilité, mais surtout le zigzag, ces allers-retours permanents. C'est j'appuie en haut, j'appuie en bas, ce jour-nuit permanent sur la fiscalité, souvent qui finit plutôt par de la hausse cumulée, qui nous a mis dans des situations évidemment de moindre compétitivité et de moindre capacité d'épargne, surtout long terme. Qui dit long terme dit besoin de confiance, dit besoin de visibilité. Et donc, évidemment, Sébastien a tout à fait raison, sur les 200 milliards qu'il y a de surépargne liée à la crise, honnêtement, l'enjeu, il est assez minime, en fait. Il est assez minime. C'est beaucoup plus important d'insister sur la poursuite de soit la stabilité, soit la poursuite de la baisse de la fiscalité, en tout cas qu'il y ait un cap, que de se demander ce que vont devenir exactement ces 200 milliards complémentaires. Je voudrais juste revenir un tout petit peu dans le rétroviseur, si vous me le permettez. Chacun ici connaît, vous êtes un public initié, quelles ont été les réformes fiscales. Mais pourquoi elles ont été aussi structurantes? Ce n'est pas des réformes juste de taux ou de bidouillage d'assiettes, ce qui a été fait en 2017. Ce sont des réformes absolument majeures pour changer complètement de braquet et de vision justement sur l'investissement mobilier notamment et sur l'épargne. Le PFU, c'était un objet attendu. Je pense que vous aviez fait ce même colloque il y a 5 ans et je suis à peu près certain que le PFU était un objet très attendu. Le PFU, il est central et probablement pour moi c'est l'objet le plus important qui a été mis en place pour 2 raisons. D'abord parce qu'il a mis fin à une injustice qui était, à mon avis, terrible, qui était celle d'obliger de passer par le barème de l'IR pour l'imposition, ce qui faisait un peu une double peine, puisque vous retaxez les revenus que vous aviez déjà eus à l'IR une fois que vous aviez investi avec eux. Et puis, surtout, cette flat tax, là où c'est très, très intéressant, c'est qu'elle a ramené un produit fiscal à l'État supérieur à la période du barème.
C'est ça qui est saisissant. Et c'est ce que je dis souvent à mes collègues à l'Assemblée nationale, c'est que je dis arrêtez de parler de fiscalité uniquement par les taux, réfléchissez aussi beaucoup plus aux dynamiques d'assiette, et vous verrez que ça ne sera pas un paradis fiscal demain en France et une grande perte de produit fiscal que de se dire qu'on va mettre une flat tax plutôt que le barème à l'IR. Donc ça, plus la réforme de l'ISF en IFI, qui était aussi extrêmement importante, elle a une portée symbolique politique très forte. Et c'est ce qu'on entend uniquement dans les médias. Mais en fait, elle avait une portée sur les classes moyennes supérieures extrêmement importante dans la globalité, puisqu'avec le renchérissement des prix de l'immobilier, ça vous faisait passer beaucoup plus de risques d'avoir vos placements mobiliers taxés à l'ISF. Donc ces mesures, elles sont en fait fondamentales dans le climat qui a été mis en place. Et je voudrais juste terminer en disant que ce climat-là, il est très fragile. Très fragile. Sébastien Raspiller le sait. Le nombre d'amendements en 5 lois de finances qui ont été déposés par, et c'est ça qui est surprenant, tous les groupes politiques, pour revenir à l'ISF ou pour modifier les paramètres de l'ISF, donc le zigzag, ou pour modifier le PFU, soit le supprimer, soit modifier des taux et en faire des choses en fonction modulaire, en fonction du risque pris. Ce que je veux dire, c'est que les réformes de 2017, elles sont fragiles. Et elles sont menacées. Et rien n'est écrit dans le marbre par rapport à ça. Et il est absolument fondamental que chacun, pendant la campagne qui s'ouvre, se positionne clairement par rapport à ça. Parce que pour vous, épargnants, c'est un enjeu considérable. Sur la clause du grand-père, pardon, je suis trop long, mais sur la clause du grand-père, juste pour vous dire que je suis tout à fait d'accord avec votre proposition, juste elle ne peut pas être législative. Charles de Courson avait proposé ça à travers une proposition de loi. On ne peut pas faire un effet cliquet ou un effet anti-rétroactif sur la loi. De façon constitutionnelle, c'est trop fragile, c'est trop bancal, et je ne suis même pas sûr que ce soit souhaitable, pour des raisons évidentes démocratiques de liberté parlementaire. En revanche, que dans les contrats et dans les engagements, il y ait cette logique de clause du grand-père vis-à-vis des contrats souscrits auprès des gestionnaires d'actifs, moi je suis assez d'accord avec cette proposition. Merci. Donc ça fait 2 quand même pour la FEDER, vous avez vu. Juste revenir sur, vous l'évoquiez Robert Ophèle, et c'est important, la notion des 3 risques, mais aussi surtout celle des horizons de rendement. C'est-à-dire qu'en gros, plus on investit long, plus il faut qu'on le soit finalement rémunéré à la juste valeur de l'investissement. Ça, est-ce que c'est possible de mettre en place ça et d'en informer les épargnants pour les motiver à aller sur du plus long ? Je crois que c'est possible, mais ça demande un très grand effort de clarté. Et en particulier, je crois que c'est surtout possible si on accepte d'investir dans des actifs non cotés, par exemple. Hein. Je veux dire, c'est un très grand enjeu de pouvoir diversifier ses placements avec des choses qui sont très liquides, ce qui est les actions cotées en bourse très liquides, et des choses qui le sont beaucoup moins, qui sont le financement d'entreprises non cotées dans des stades préliminaires de leur vie, avec des perspectives de croissance importantes, mais qui demandent un placement patient et plus long, et donc qui correspond très bien à des engagements de stabilité de l'épargne. Et ça permet, à l'évidence, d'avoir à l'arrivée des rendements qui sont un peu plus importants. En clair, le private equity, il faut qu'il soit démocratisé, entre guillemets, et c'est possible dans un cadre qui soit maîtrisé de placement de long terme. On essaye de faire ça, et c'est en train de se développer sur la place par un certain nombre de canaux. Mais voilà des éléments possibles. Juste, je veux dire, un mot sur le grandfathering. Grandfathering, ça marche que dans un sens. Hein. Si c'est plus favorable, là, on en bénéficie tout de suite. Je suppose. J'espère. Dans votre esprit. Non, mais vous parlez de la taxation. Oui. Non, mais la taxation, le problème, c'est l'inflation. Non, mais ça, je vois bien nommer le grandfathering des règles. Ça veut dire que si on a une mesure plus favorable, on en bénéficie quand même. Ah oui. Ben, je veux dire, c'est pas symétrique. La clause du grand-père est asymétrique, si c'est ça que vous voulez dire. Voilà, c'est une clause de protection et de confiance. Ça va que dans un sens.
Je voulais le Éric Pinon. Oui, non, juste Robert me regardait en s'inquiétant de me parler de mon côté. Ça ne m'inquiète pas, d'abord parce que je rappelle qu'à l'AFG, nous avons 62% des membres de France Invest qui sont membres de l'AFG, donc il n'y a pas de problème à ça. Ça a été dit par le ministre, nous avons poussé l'augmentation de la part du non-coté dans l'assurance vie, nous aussi, si je puis dire. Et ça, je crois que c'est essentiel. Par contre, il y a un truc très technique que je dis pas souvent, mais que je pense tout le temps. C'est que le drame des épargnants finaux, c'est qu'on a en France fait une énorme erreur depuis de nombreuses années en faisant un seul compte pour l'ensemble de leur épargne. On aurait dû faire 3 comptes. Je dis toujours 3 mois, 3 ans, 30 ans. Bon, je ne sais pas si mes timings sont les bons. Mais je pense qu'on a eu une grosse erreur de globalisation, comme on disait... Et donc de lisibilité, c'est ça ? Oui, au bord du lac de Genève, pour ceux qui avaient la chance il y a quelques années d'avoir des comptes là-bas, ils allaient voir le bottom line. Ils ne regardaient jamais rien. Ils faisaient que la valorisation. Et nous, le problème de la valorisation, c'est comme elle est globalisée sur le court, sur le long, là je parle par rapport à ce que disait Robert sur la liquidité, sur l'épargne longue, c'est que effectivement l'avantage de ce non-coté, l'avantage même de l'immobilier, comme je dis en boutade depuis plus de 40 ans que je fais ce métier, l'immobilier c'est bien, quand on rentre chez soi le soir, on met la clé dans la porte et on ne voit pas le cours du mètre carré. Mais la bourse par contre, on se rase ou on se lave les dents, et en l'occurrence on a le cours de bourse. Lundi, c'est la fin du monde. Mercredi, ça va mieux. Aujourd'hui, jeudi, on ne sait pas trop. Donc, je pense qu'on a un sujet de réallocation des actifs des gens pour permettre, ce que vient de dire Robert, et je m'arrête là, d'utiliser des produits longs, des produits qui nécessitent du long terme. Et je l'ai dit dans mon préambule, je crois, tout à l'heure, ça serait plus simple pour nous, gérants d'actifs, d'avoir la poche longue sans observation courte et la poche courte sans stress de performance longue. Enfin, je ne sais pas si je suis clair dans mon propos, mais je pense que c'est très important d'aller dans ce sens-là. Un élément, il faut qu'on avance quand même un tout petit peu autour de ce concept que Sébastien Raspier n'aime pas, de répression financière. Il faut quand même qu'on en parle. D'abord, effectivement, avec la question de l'inflation, et là je cite les chiffres de la FEDER, donc sous le contrôle de Guillaume, 30 milliards de pertes, rien que l'année dernière, à cause de l'inflation sur les contrats d'assurance vie en euros. Alors ça, clairement, si on avance ce chiffre auprès du grand public, c'est juste inacceptable. Donc, c'est 40 milliards en fait. 40 milliards, donc j'étais en dessous. Avant impôt. Donc, proposition de la FEDER, si je continue, Guillaume, c'est tout simplement de prendre en compte l'inflation dans le calcul du montant imposable des plus-values. Et ça, c'est pas faisable, ça ? Qui veut répondre ? Laurent, c'est bon. Non, mais moi je veux bien, mais comme j'ai beaucoup parlé avant, je n'osais pas reprendre le micro, mais je donnais mon point de vue très personnel là-dessus, et je salue l'arrivée de Gilles Carrez. D'ailleurs, ça va être utile parce que pouvoir comparer justement des sujets de répression. J'aime pas le terme non plus, je suis comme Sébastien, mais bon, je le comprends en tout cas. Pas le nous, hein, les économistes. Je le comprends. Les journalistes l'aiment bien. Oui, ça j'imagine. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de regarder effectivement les effets de répression différents aux deux sorties de crise. La sortie de la crise de 2007-2008 et celle-ci, même si on n'a pas toutes les réponses. Et que les causes ne sont pas les mêmes. Oui, c'est ça. Mais justement, c'est intéressant précisément pour ça. Par rapport à la proposition de Guillaume, moi, à mon avis, c'est que je pense que l'enjeu n'est pas tant de corréler et d'indexer les sujets inflation et répression. Je pense que c'est la fausse bonne idée, mais c'est mon avis très personnel. Je pense qu'il faut les maintenir séparés. En revanche, et ça j'en suis profondément convaincu, la meilleure arme contre la répression financière, c'est l'assainissement des finances publiques. L'assainissement des finances publiques, c'est la meilleure arme pour se prémunir et se protéger du zigzag fiscal dont je parlais tout à l'heure, qui est l'ennemi absolu de l'épargnant et qui est le meilleur ami de la répression financière. Et je pense que ce que doit faire le prochain exécutif, quel qu'il soit, en priorité, et je trouve que dans le débat public, ça, c'est totalement absent, et j'espère qu'il nous reste 50 jours pour le mettre vraiment au centre du débat, c'est quel cadre chaque candidat va se donner pour assainir les finances publiques d'un pays, après une augmentation massive, et c'est normal, de la dépense publique, surtout conjoncturelle, et donc de l'endettement. Cet endettement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il était nécessaire. La question, c'est comment fait-on pour réduire maintenant non seulement notre solde public,
particulièrement notre solde structurel, et que celui-ci soit le meilleur paravent et le meilleur bouclier contre la répression que vous indiquez. Je ne crois pas que l'indexation directe soit une bonne solution, et je crois vraiment que c'est un pays qui a des finances publiques mieux gérées, qui restera toujours le meilleur ami et le meilleur allié de ceux qui sont contre le zigzag fiscal et donc contre cette répression que vous citez. Olivier Babou. Oui, bien sûr, Laurent Saint-Martin parle d'or. Juste pour le titiller un peu, mais vous savez que l'ISF, qui est devenu l'IFI, les taux à l'époque avaient été faits pour un monde où il y avait souvent 15% de rentabilité et 5% d'inflation. Et puis quand tout ça a disparu, on s'est bien gardé de réviser les taux, qui donc eux, pour le coup, ils n'étaient pas indexés à la baisse. Donc c'est sûr que sur des biens qui étaient à 0% de rentabilité, 1% par an, ça faisait beaucoup. Il y a évidemment un gros sujet d'assainissement des finances publiques, parce que on entre dans un monde qui est un peu plus connu, celui où on va avoir de l'inflation, où on va se dire, bon, comment tout ça peut fonctionner? Est-ce que le risque, ce n'est pas le retour à la stagflation qu'on a pu connaître autrefois? Quelles sont les chances qu'on retrouve une croissance forte qu'on n'arrivait plus à avoir avant? Est-ce que la crise a fondamentalement changé les choses? Non. Est-ce que notre économie s'est transformée? Non. Est-ce que l'État a fait des efforts? Non. La Cour des comptes, il y a quelque temps et tout récemment, s'en a inquiété. D'ailleurs, elle a montré qu'on avait un peu profité de la crise pour laisser filer aussi les dépenses de fonctionnement, je suis désolé de le dire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune amélioration à l'Est, rien de nouveau de ce côté-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la soutenabilité de notre endettement, qui va évidemment être de plus en plus difficile avec une augmentation inévitable des taux, il ne faut pas se raconter d'histoire, la soutenabilité, soit elle venait d'une croissance forte, super, soit elle va venir aller chercher l'argent là où il est. Le truc le moins mobile, ça reste l'immobilier. Alors on a sacrifié d'une façon sympathique pour les gens qui sont que locataires, mais totalement absurde, la taxe d'habitation, qui était le seul truc qui vous rattachait à l'endroit où vous êtes et qui était en fait le lien d'ailleurs naturel que vous avez avec un territoire sur lequel vous consommez des services publics. On l'a supprimé. Reste donc la taxe foncière et la taxe d'habitation pour ceux évidemment qui ont la chance d'avoir des résidences secondaires. Tout ça va ne faire qu'augmenter. Ça va être un impôt, c'est déjà un impôt sur la propriété, mais ça va être un impôt de plus en plus grand d'une façon ou d'une autre. On va prélever, il faut le dire, je suis désolé de jouer les cassons, on va prélever d'une façon ou d'une autre une partie des besoins de financement d'un État qui ne sait pas. Et je ne sais pas, il s'agit d'un président, une présidente ou une autre. Moi, je regarde bien au-delà du prochain quinquennat. Moi, je vous parle à 20 ans. Hein. On n'a jamais su, on n'a jamais réussi à arrêter la croissance de l'État de façon efficace ou disons, de le rendre, lui, plus efficace. Bon, il n'y a pas de raison, à mon avis, qu'on y arrive un jour, donc ça va continuer. Et donc, il va bien falloir que quelqu'un paye. J'ai bien peur que ce soit d'une façon ou d'une autre l'État. Et un tout dernier truc parce que le thème, c'est réussir le développement de l'épargne longue. Pourquoi les gens ont du mal, veulent beaucoup de liquidités? Vous savez, il y a une théorie des années 70 d'un économiste qui s'appelait Duncan et qui expliquait que l'incertitude d'un environnement, elle était fonction de deux choses, le dynamisme et la complexité. La complexité, c'est le nombre de facteurs à prendre en compte. Le dynamisme, c'est la rapidité avec laquelle il change. On est dans un monde où on n'a jamais eu autant de dynamisme et autant de complexité. C'est normal qu'ils aient peur et qui veuillent de la liquidité. Et puis notre dernier problème, et je m'arrête là, mais c'est l'ignorance abyssale des Français en matière économique. D'ailleurs, qui peut monter assez haut, c'est pas seulement le français moyen, ça peut monter assez haut. On confond pour la banque le produit net bancaire et l'argent qui est géré. Et puis évidemment, dans le grand public, on confond chiffre d'affaires et profit. Tout ça fait que vous avez un peu de mal pour des gens à aller là où il y a vraiment de la rentabilité. Et donc ça explique que les gens choisissent le livret A, quoi. Sébastien Raspillier. Juste très rapidement, je voulais revenir. J'aime pas le terme répression. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui a décidé de mener une campagne de répression. Juste pour dire que l'inflation, c'est pas une bonne chose aussi du point de vue de l'État. Enfin, quand on regarde les comptes, ce genre de choses, c'est pas, comment dire, quelque chose qu'on attendait avec et qu'on bénirait. C'est quelque chose avec laquelle il va falloir qu'on gère, mais tous collectivement. Et donc, derrière, ça peut engendrer des transferts, mais ça n'est pas quelque chose qui est un grand dessein et qui serait voulu. Le deuxième point, c'est quand on est sur de l'épargne longue, comme je le disais, c'est parce qu'il y a un souhait de la mobiliser pour faire fructifier un capital, et dans ce cadre-là, de faire grossir son patrimoine. Un exemple qui est frappant, c'est dans l'éducation financière. Il y a une politique qui est mise en œuvre, opérée par la Banque de France. Il y a des sondages qui sont opérés. J'ai été frappé par un sondage
qui était une question assez bête sur l'inflation. Une bonne réponse sur 2. Et la question était bête, hein. L'inflation est à 2, vous avez 100, combien vous avez l'année prochaine, combien vous pouvez acheter l'année prochaine avec. Sur l'intérêt composé. C'était sur 2 ans, hein, c'était pas sur 20 ans. Moins d'1 sur 10. Donc je partage, mais je partage aussi que c'est un effort de pédagogie qui doit être fait collectivement, mais ne doit surtout pas se focaliser uniquement sur la fiscalité. Ça doit se faire, pour moi, la conviction profonde personnelle, c'est que ça doit se focaliser sur combien vous pouvez espérer faire grossir votre patrimoine. Alors évidemment que tout ça, après, a un impact, l'inflation, la fiscalité, les frais, etc. Mais c'est aussi et avant tout l'allocation d'actifs. Typiquement, pour lutter contre l'inflation, vous avez des actifs qui sont plus protecteurs que d'autres. Voilà, je veux dire, c'est peut-être le moment de se poser la question des actions. Alors, on peut dire que c'est très valorisé, etc. Mais enfin, on sait que sur le long terme, c'est quand même plutôt protecteur par rapport à l'inflation. Voilà, donc ça, c'est des éléments qu'on pourrait voir davantage dans le débat. On peut prendre notre part, mais je pense que c'est aussi et avant tout le job de réseaux de distribution, de peut-être les fédérations d'épargnants. Mais je veux dire, c'est qu'il y a un effort collectif en la matière qui me paraît incontestable à mener, qui n'est pas facile à gagner, mais qui permet peut-être de ne pas se focaliser uniquement sur telle ou telle chose qui, au final, ne permettra pas de résoudre l'équation globale. Oui, mais finalement, vous êtes tous d'accord sur cette question du manque d'information, de connaissance des Français en matière d'investissement court long. Il faut relativiser, parce que quand on regarde à l'étranger, ils ne sont pas bien meilleurs. Non, je veux dire, non, faut pas. Les Français sont. Voilà, c'est largement partagé. Je veux dire un mot contrariant sur l'inflation, parce que ce qu'on a vécu au cours de ces dernières années, on a facilité l'endettement et on a facilité l'enrichissement des gens qui s'endettaient. Aujourd'hui, avec l'inflation, on va faciliter l'enrichissement des gens qui se sont endettés. Il y a un problème où il y a un moment, il faut bien trouver le bon équilibre. Hein. Je me permets, c'est pas à moi d'y répondre, mais voilà. Et qui est l'agent économique le plus endetté de France, Robert? Bon, je ne sais pas. Bon, qui ça favorise? Non, je suis un peu surpris parce que Sidonie Vatrigan vous a donné les chiffres de la FEDER, 40 milliards de pertes de pouvoir d'achat sur le principal produit d'épargne financière des Français, le fonds en euros. On ne vous a pas donné par charité le calcul sur les livrets bancaires, effectivement, puisque là on part d'encore plus bas. Un livret A était à 0,5 en 2021, pas à 1. Et par là-dessus, au minimum 3 milliards d'impôts. Et ça ne choque personne dans le panel. C'est là où je dis que les épargnants en ont assez d'être pris pour des vaches à lait. C'est que non seulement ils perdent énormément d'argent, 40 milliards de pouvoir d'achat, que, entre parenthèses, on ne leur communique pas, parce qu'on dit qu'effectivement, on vient de le dire, les Français et les Européens sont, si je reprends certains termes, d'une ignorance abyssale en économie. Alors, normalement, les pouvoirs publics, quand il y a notamment une ignorance et aussi ce que les économistes appellent des biais de comportement, ils essayent de s'en servir pour améliorer le sort des épargnants. Il y a un biais de comportement classique chez les économistes qui s'appelle l'illusion monétaire. Et en fait, les pouvoirs publics exploitent systématiquement l'illusion monétaire. Et on a encore un bel exemple là, où on perd 40 milliards, et en plus, on a des taxes de 3 milliards. Donc j'aimerais quand même que... Et dernier mot sur la répression financière que personne n'aime sur ce panel, mais encore une fois, c'est un terme des économistes, ce n'est pas un terme de la FEDER, ça n'est pas l'inflation. La répression financière définie par les économistes, c'est de forcer un certain nombre d'agents économiques, pas seulement les épargnants, mais les créditeurs en général, et notamment les assureurs, à investir une grosse partie de leurs fonds sur des actifs où le rendement réel est très faible ou négatif. Donc ça n'est pas seulement Madame Lagarde, pour parler franchement, et je rejoins sur une des causes, c'est que Madame Lagarde, elle essaye effectivement d'alléger les finances publiques des États très endettés, mais est-ce que c'est vraiment une incitation pour ces États à se réformer? Je ne suis pas sûr. Mais les épargnants, c'est certainement pas sa priorité. Mais il y a aussi toutes les politiques prudentielles. Et je rappelle que les assureurs, on nous dit qu'on est frileux, qu'on n'y connaît rien, etc. 7% d'actions cotées dans le bilan
des assureurs français, 7%. Nous, regardez les chiffres dans notre dossier de presse, on en a beaucoup plus, en direct et en indirect. Hein. Alors je sais qu'on est frileux, qu'on n'aime pas le risque, mais quand on voit la répression, les résultats de la répression financière sur les institutionnels également, c'est quand même dramatique. On vous garantit le capital. Pardon pour ce coup de gueule. On vous garantit le capital pour ce... Je veux dire, c'est pas sans contrepartie. Éric Pinon. Sur Ouais, quoi, sur quoi Non, juste pour compléter ce que dit Guillaume, elle est dans le sens de ce sujet-là, et ça a été dit par Sébastien, j'attendais qu'on y arrive. Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de la prise de risque que tu viens d'expliquer, qui en plus a des contraintes réglementaires, Solva 2 ou BAL 3, qui ont posé des problèmes. Il y a le sujet de l'allocation globale du patrimoine des Français, qui fait que comme les rendements sont faibles parce qu'on est dans une période où depuis 10 ans, on a une baisse des taux systématique, on a effectivement des frottements, des coûts de frottement qui sont énormes. Je pense qu'une des raisons qui aurait peut-être réduit le chiffre de 40 milliards que tu évoques, moi je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Benoît Giuvini, secrétaire général de l'AMF, sur l'épargne retraite, sur l'épargne salariale, pardon. Et les journalistes avaient clôturé leur conclusion en disant l'épargne salariale a perdu ou a fait perdre aux gens. Non, elle n'a pas fait gagner, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Toi, tu parles de perte des 40 milliards, j'entends bien, mais elle vient d'une mauvaise allocation d'actifs, je pense, avec un autre sujet qui est que toute la gestion intermédiaire, tu viens de donner les chiffres, moi je suis assez frappé, CalPERS, qui est donc la caisse de retraite californienne que certains connaissent ici, peut aller jusqu'à 22% d'actions dans son portefeuille, alors que les Français, assurantiels, enfin, il y a quelques représentants du monde institutionnel ici, effectivement, a des limites, ce que tu viens de rappeler. Donc je pense qu'il faut là aussi soulager cette allocation directe que certains de tes membres et des épargnants finaux acceptent de prendre, c'est les chiffres que tu donnes dans ton document, et qu'il faudrait que nous libérions, nous, quand nous avons la lourde tâche de gérer des tiers intermédiaires, de contraintes trop strictes par rapport à des actifs passifs, comme on dit dans notre jargon, qui sont décalés. On a un problème de gestion. Plus le passif est long, plus l'actif est en général court. Pourquoi ? Mais je le dis souvent, alors je vais me faire des ennemis, mais parce qu'un certain nombre de directeurs financiers, de directeurs généraux d'entreprises ou de structures d'épargne préfèrent effectivement ne pas voir de l'épargne trop longue parce que trop de volatilité sur les périodes courtes. On devrait revenir à une vraie gestion d'actifs passifs. Vous vouliez réagir, Laurent Oui. Saint-Martin ? Je voulais réagir, mais Robert Ophel a exactement dit ce que je voulais préciser sur le fait que ce n'était pas des faibles rendements pour rien non plus. Il y a des garanties qui sont absolument majeures sur les placements, en euros et évidemment sur les livrets réglementés. Mais juste, permettez-moi d'insister, sans vouloir trop redire ce que j'ai déjà dit. Le lien entre le sujet répression, épargnant et finances publiques est beaucoup plus important que ce que nos concitoyens pensent. Sébastien Raspillier a raison de dire que quand un État endetté comme le nôtre subit l'inflation, c'est mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour tout le monde. PLF 2022, Gilles le sait, plus 2,5 milliards d'euros au budget de l'État sur le service de la dette uniquement lié à l'inflation. 2,5 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent public. Oui. Donc notre endettement important crée évidemment une vulnérabilité sur la charge de la dette chaque année. Un point de hausse de taux d'intérêt, je suis d'accord, ça arrivera d'une manière ou d'une autre, va créer sur le budget de l'État un impact important, donc sur l'ensemble des épargnants. Donc j'insiste, nous ne pouvons pas considérer qu'une indexation directe entre le taux de l'inflation et la rémunération de l'épargne soit une bonne chose collectivement, même si je peux comprendre la tentation, parce que derrière, c'est aussi un enjeu de finances publiques et qu'à la fin, ce que nous avons subi pendant toutes ces décennies, encore une fois, à savoir ces mesures fiscales, souvent d'urgence, souvent contraintes, pour pouvoir continuer à refinancer notre endettement dans des conditions acceptables, eh bien, c'est finalement ce qu'il y a de pire pour la lisibilité et la confiance de l'épargnant. C'est quand même un cercle. Tout ça est évidemment lié. Si demain, on ne veut pas avoir à prendre des décisions brutales de hausse de fiscalité dans notre pays, ce que je pense ici personne ne souhaite, il faut d'abord se donner les meilleurs moyens de garder la signature française la plus qualitative possible et donc ne pas se mettre en difficulté par rapport à nos finances publiques qui sont les finances de tout le monde. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que trop peu de personnes, je pense, le considèrent.
Juste un point, sauf si vous voulez rajouter sur ce thème-là, puisqu'il faut qu'on avance sur le dernier thème qui était dans la promesse de notre discussion, qui est pour le coup un horizon un peu plus lointain, mais une question qui s'invite très clairement dans la campagne présidentielle, qui est celle de la transmission du patrimoine, avec notamment la volonté d'assouplir cette transmission qui est dite très restreinte en France. Donc Olivier Babot, vous avez pas mal bossé sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point avant qu'on entre dans le débat, même s'il ne nous reste que peu de minutes avant de donner la parole à la salle pour quelques questions? Un point, alors en fait c'est un point très philosophique parce que ce débat sur lequel j'ai écrit ici et là, on se rend compte que très rapidement il s'agit de choix philosophiques. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors aujourd'hui dans la campagne présidentielle, vous avez très clairement une ligne de fracture droite-gauche, avec un centre où on n'est pas tellement sûr en gros aujourd'hui ce qui est dit, mais je suis certain que un jour, on aura peut-être un candidat et certainement il précisera sa pensée sur ce chapitre. Mais on a donc une gauche qui veut alourdir les taxations autour de la transmission et puis une droite qui veut les alléger. Mais si vous discutez avec les libéraux, par exemple, vous aurez plein de libéraux qui seront pour une absence de capacité à léguer, ce qui est très très étonnant, mais au nom de l'idée qu'il faut repartir à zéro et donc on ne doit pas être favorisé. Mais enfin bon, c'est pas la majeure partie. Très clairement aujourd'hui, le débat philosophique, pour moi, il est à partir d'un moment où vous avez été taxé sur vos revenus, en partie sur la détention du patrimoine quand il est sous diverses formes, toute votre vie, est-ce que vous avez la possibilité de faire de cet argent, de faire ce que vous voulez de cet argent? Bon. Il y a plein de pays où il y a zéro droit de transmission, il faut le dire. La France est l'un des pays du monde qui taxe le plus au moment de la transmission. Alors le problème, c'est qu'on est aussi au taquet de la plupart des autres impôts. C'est pas seulement là-dessus, c'est aussi, il se trouve qu'on est aussi plutôt en haut de la fourchette et du classement pour la plupart des autres impôts. Mais pour la taxation, c'est tout à fait vrai. C'est encore plus vrai en ligne indirecte. Alors c'est vrai que la plupart des transmissions aujourd'hui sont en fait très peu taxées, en vrai. Donc je suis toujours étonné, pour dire on est entre nous, mais je suis toujours étonné effectivement que la plupart des Français soient très très opposés à une augmentation de la taxation parce qu'ils ne se rendent pas compte que la plupart d'entre eux ne seraient pas concernés, en fait. On est bien au-delà de la plupart des taxations. Mais moi, je fais partie de ceux qui soutiennent, d'un point de vue philosophique, que cette taxation, elle fait partie du droit. Et je dis qu'on travaillerait bien peu si on ne travaillait que pour soi dans sa vie. Voilà. Moi, je me serais déjà arrêté d'ailleurs, personnellement, parce que très très rapidement, on dîne qu'une seule fois par jour, et donc ça suffirait. Mais non, à un moment donné, on travaille pour la transmission, on travaille pour autre chose. Et je crois surtout que quand on vise l'augmentation des impôts et de la fiscalité au nom de l'égalité sociale, je pense qu'on se trompe. On se trompe de problème. Le problème, c'est la transmission du patrimoine culturel et social. Et que finalement, on ne veut augmenter les impôts que parce qu'on se rend compte, c'est l'arbre qui cache la forêt, de notre incapacité à avoir une éducation nationale qui permette un tant soit peu une forme de rééquilibrage. Aujourd'hui, l'échec est complet, l'échec est de plus en plus grand de ce point de vue-là, et on se dit, ah bah tiens, on va donner un petit peu aux uns et aux autres, et puis ça va arranger les choses. Mais vous aurez rendu les riches un petit peu moins riches. Les pauvres, vous allez continuer à avoir un système d'égalisation des conditions qui, au mieux, aide un peu sur le moment, mais qui à aucun moment n'aide à changer vos perspectives de vie. Tiens, on parlait d'ISF et d'IFI. Yannick Jadot, pour le pas citer, qui explique qu'on va avoir un ISF climatique, n'est-ce pas, qui va permettre d'avoir 20 milliards. Alors, je ne sais pas comment il espère, parce que l'ISF, ça faisait 5 milliards au plus grand, donc je ne sais pas comment il espère 4 fois plus. Et puis, il est climatique, mais il va servir à autre chose que le climat, visiblement, parce que l'idée, c'est de donner un revenu universel. Mais le revenu universel, en dehors de son effet inflationniste ou l'augmentation qu'il peut avoir sur les loyers, il n'aura pas d'effet sur les différences de destin. Ce que je veux dire, c'est qu'on pense qu'on va lutter contre les différences de destin grâce à ça, et on se trompe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un scandale du point de vue des inégalités intergénérationnelles. En effet, sur toute une génération dont je n'ai pas l'heure d'être, qui s'est enrichie en achetant des biens qui ont fait 300% depuis, et qui se sont endettés avec de l'argent qui depuis a été dévalorisé par l'inflation. Voilà. Pour le coup, c'est un sujet peut-être purement politique finalement, parce que les vrais chiffres de la transmission du patrimoine en France ne donnent pas lieu, et c'est ce que vous disiez un peu, Olivier Babot, à tant de débats. C'est-à-dire qu'il y a quoi? Il y a 5% des Français qui sont touchés par cette question de la donation, contre 95% qui finalement échappent à toute forme de fiscalité. C'est ça?
Qui veut répondre? Éric Non, Pinault. juste, j'étais frappé qu'un jour, Madame Hidalgo et Madame Pécresse, le même jour, annoncent le même chiffre. 95% des gens vont être défiscalisés. Alors non pas de la donation, hein, c'est de la transmission dont on parle. Sachant que Madame Pécresse, elle, va un peu plus loin sur la réduction. Donc c'est un des projets que je crois Guillaume soutient, de revenir à une période plus courte sur les 100 000 euros, qui est aujourd'hui à 15 ans, et de passer à 5. Elle annonce 6, je crois, Madame Pécresse. Mais je pense qu'il y a un point important qu'on n'évoque pas, mais qu'il faut évoquer, je vais juste l'évoquer là et m'arrêter, c'est que nous sommes aujourd'hui avec des gens qui vivent de plus en plus vieux, tant mieux pour eux, mais donc ça veut dire que la transmission se fait à un moment où leurs héritiers directs de premier niveau en ont en fait pas besoin, enfin ou plus besoin. Alors, je ne sais pas si on dîne qu'une fois par jour, peut-être qu'on dîne qu'une fois par jour, mais qu'on peut inviter des copains, donc ça fait 3 dîners, mais indépendamment de ça, on est dans une situation où l'intérêt de cette évolution serait une redistribution pour la consommation courte, génération courte, transgénérationnelle, on va dire, qui serait plus intéressante. Donc c'est pas tant la transmission post-mortem qui avait été évoquée par M. Ciotti, je crois, que effectivement la donation du vivant. Un mot, Laurent Saint-Martin, avant des questions peut-être de la salle. Oui, ça sera très bref. Olivier Babot a raison, c'est un débat plus sociétal que fiscal. Et d'ailleurs, quand... Là, depuis 2 mois, c'est à peu près le seul débat fiscal qui tourne politiquement. Et quand les journalistes m'appellent et que je leur dis, franchement, j'ai rien à vous dire parce que c'est honnêtement un sujet qui concerne très peu de Français. Et le journaliste souvent me répond, oui, mais ça intéresse tous les Français. Je dis, oui, mais ça ne les touche pas beaucoup, la plupart d'entre eux. Oui, mais ils veulent en parler. Et donc, je crois qu'on a typiquement l'exemple, à mon avis, d'un débat fiscal assez mal placé dans le débat public, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant et qu'il n'y a pas des vrais débats de société. Mais il faut assumer que c'est d'abord un débat de société, voire philosophique, effectivement, avant d'être un seul débat d'abattement ou de rappel fiscal sur 8 ou 10 ou 15 ans. Tout ça, ce sont des paramètres, et les paramètres ne sont toujours qu'une résultante de choix politiques. Et à mon avis, aujourd'hui, en France, on reste quand même assez attaché à la protection de la transmission du patrimoine. Sébastien Raspilly, avant qu'il y ait des questions, peut-être lever la main si vous voulez poser des questions. Oui, merci. Non, je voulais juste réagir très rapidement avec trois réflexions. La première, je crois qu'il y avait un article de The Economist il y a 2 ans ou 3 ans qui montrait que le sujet de la taxation au décès était le sujet le plus impopulaire dans tous les pays. Donc ce n'est pas une spécificité française. Personne n'aime la taxation au moment du décès. Et donc tout ce qui est idée d'augmentation est totalement impopulaire et c'est partagé à travers les pays du monde, y compris par les gens qui ne seront pas touchés. Et le deuxième point, c'est tout le monde l'a oublié, mais le Brexit, ce ne serait peut-être pas passé comme ça si Theresa May, quand elle a voulu renforcer sa majorité à la Chambre, dans son manifesto, n'avait pas parlé de l'augmentation des droits de succession, qui a été le déclencheur de sa dégringolade, et du fait qu'à la fin, il n'y avait pas de majorité sans les unionistes nord-irlandais. Voilà, c'est juste pour la petite histoire, c'est qu'on voit que ce type de débat est très passionnel partout et peut conduire à des conséquences bien plus larges. Donc sujet sociétal sensible, mais pas forcément fiscal intéressant. Juste une seconde, je sais qu'on est en retard, mais pour préciser, la proposition de la FEDER n'était pas sur les héritages, mais sur les donations. Et un point, il y a beaucoup de points très intéressants, et je partage beaucoup des points qui ont été dits, mais un point qui n'a pas été souligné, c'est qu'il y a une inégalité croissante intergénérationnelle en France. Les jeunes générations ont vraiment beaucoup de difficultés, et donc faciliter les donations, où la France a le régime le plus dur de tous les pays développés. Entre parenthèses, Mme Pécresse nous a répondu que c'était plus dur en Belgique. Moi, j'habite en Belgique, je peux vous dire que c'est infiniment plus facile. Vous faites un don manuel, autant que vous voulez, à qui vous voulez, 0 taxe. La seule chose, c'est qu'il faut survivre 3 ans. Sinon, après, oui, c'est réintégré dans le patrimoine. Donc, inégalité de patrimoine entre générations, et comme l'a dit certains d'entre vous, pas seulement aux enfants, enfin, ou implicitement, aux petits-enfants, aux nièces, aux neveux. Là, vous ferez plus pour l'égalité sociale. Merci. Merci à tous les 6 d'avoir répondu à l'ensemble des questions. Je vais céder la parole à Jean Berton donc pour le deuxième panel, plus orienté autour des propositions des candidats à l'élection présidentielle. Merci à tous les 6.